Du coup, maintenant que le cadre est posé, et qu'on a dit ce qu'on avait à dire pour que ça fonctionne au mieux, on va être ensemble jusqu'à 19h30. Et pour commencer, Mathilde et Philippe, je voudrais savoir quel a été votre parcours professionnel avant de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ça nous paraît important de vous poser cette question parce qu'il y a dans le public, vous l'avez compris, beaucoup d'étudiants qui sont en train de terminer leur cursus universitaire et savoir d'où vous venez et comment vous avez été jusque là où vous en êtes aujourd'hui, ça a vraiment du sens. Donc, qui commence? Mathilde? Bien sûr. Allez, je me lance. Et donc, c'est vrai, mais merci déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie aussi d'être ici et de partager ce moment avec Philippe. C'est un plaisir. On se connaît par ailleurs, donc c'est chouette. Donc, en effet, c'est intéressant. Moi, j'ai un parcours, je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, je ne viens pas du monde de l'économie sociale au départ, puisque j'ai une formation d'ingénieur et un doctorat en physique des matériaux. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Suite à ce doctorat, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une multinationale. J'ai travaillé à l'étranger, aux États-Unis pendant 3 ans. Donc j'étais en recherche et développement. J'ai géré des équipes à l'international. Donc autant vous dire que j'avais une carrière toute tracée. Mais en fait, plus j'avançais et moins ça n'avait de sens. En fait, j'allais au travail. C'est pas que c'était pas intéressant, mais il y avait un espèce de disconnect entre qui j'étais et ce que je faisais, les décisions que je devais prendre, la façon dont les gens étaient gérés, où je devais gérer mes équipes. Et en fait, ça me mettait dans une tension interne qui n'était pas du tout supportable à court, moyen et long terme. Donc après 8 ans, j'ai décidé de démissionner et de prendre une année. J'ai fait une année de break pour vraiment voir ce que je voulais faire. Moi, j'adore l'entrepreneuriat et je voulais vraiment mettre mes compétences au service un autre modèle d'entreprise. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai beaucoup lu, je suis allée à des conférences, j'ai rencontré des projets, et c'est comme ça que j'ai découvert le secteur de l'économie sociale et que je suis rentrée chez SAVB, qui est une ASBL en économie sociale, qui notamment accompagne des entreprises sociales en démarrage et en développement. Et cette ASBL monte aussi des projets. C'est comme ça que le projet CABA est né au sein de cette ASBL. Et au moment du lancement, j'ai tellement aimé le projet que j'ai dit, moi, je veux rester dans CABA et piloter le lancement de CABA et son développement. Ok, tu n'en dis pas plus sur Kaba et on Non. passe à Philippe pour qu'il nous dise quel est son parcours à lui avant de lancer Urbike. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un peu étrange en effet de parler comme ça, mais donc voilà, je suis très content aussi, et très content de réentendre aussi le parcours de Mathilde. Et bien le mien, moi j'ai étudié un ingénieur de gestion. Après ça, je suis parti 6 mois au Brésil, faire un peu mon tour, mon demain à moi, donc aller voir tous des projets d'initiative d'économie sociale, que ce soit une des monnaies locales, enfin, il y avait vraiment tous des projets différents. Ça m'a beaucoup plu. Et quand je suis revenu, j'ai cherché à concrétiser ça et j'ai rien trouvé. Je voulais pas travailler dans le monde des ONG et je voyais pas d'entreprise vraiment où je pouvais le faire. Et donc, du coup, je suis rentré dans une banque. J'ai travaillé chez ING pendant 3 ans au niveau du groupe, au niveau de la gestion du portefeuille crédit. Je m'amusais bien, en fait, franchement. Chouette ambiance, chouette collègue, beau moyen de progression, mais un peu un problème de sens aussi. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait pour continuer à évoluer ne m'intéressait pas tellement. Le fait de pouvoir avoir des accoudoirs sur ma chaise et puis une plante verte à partir du moment où je devenais fondé de pouvoir, et puis alors peut-être qu'en tant que directeur, j'aurais des fenêtres. Enfin bon, bref, toutes ces étapes-là me faisaient beaucoup rire et ne m'ont jamais vraiment beaucoup motivé. Et donc, j'ai un moment discuté avec une copine qui me disait, mais tiens, toi, les PME, ça devrait être intéressant pour toi, ça t'irait bien. Et j'ai commencé à gratter de ce côté-là. Je suis tombé sur Belvas, qui est une chocolaterie, la première commerce équitable et bio. Et j'ai rejoint Thierry là-bas pendant 8 ans. Thierry qui était le patron, qui a été mon mentor, qui m'a appris énormément, énormément de choses. Et après 8 ans, je me suis dit, là, je suis bon pour partir un petit peu de mes propres ailes. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je dormais, je vivais, je mangeais chocolat. Donc, je n'aurais pas pu commencer à chercher un autre boulot de là-bas. Donc, j'ai pris le temps aussi
J'ai pris 3 mois et c'était génial. Tous les midis, j'allais manger avec une personne différente que je sélectionnais un peu comme ça, parmi la famille, parmi les amis, parmi les vieux copains, parmi des gens intéressants que je croisais de ça, de là, ou bien des adresses qu'on me donnait. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu comme ça appris le pouls de tout ce qu'il y avait moyen de faire. Et en fait, c'est grâce à un article dans un journal que j'ai rejoint une toute jeune équipe qui créait City Depot. Et donc, j'ai créé ça avec eux. J'étais le francophone de la bande. C'était une bande de Hasselt. J'ai lancé ça à Bruxelles, en Wallonie. Voilà, cofondé ça avec eux. Et on a revendu ça à Bipost 2-3 ans après, à peine. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait toujours, c'était toujours la distribution urbaine, mais plus axée sur le vélo. Et c'est comme ça qu'avec quelques collègues que j'avais engagés dans City Depot, on a co-créé Urbike. Voilà. Magnifique. Deux parcours où l'inspiration a beaucoup d'importance. Du coup, maintenant, il est temps de nous parler d'Urbike et de Kaba. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce que vous faites? Enfin, voilà, quelles sont les activités d'Urbike et Kabas en mettant en avant à quels enjeux sociétaux vous voulez répondre? Qui commence cette fois-ci? Vas-y, Philippe. Philippe? Je continue sur ma lancée. Eh bien, Urbike, c'est donc une coopérative qui a pour objectif d'accélérer la transition vers des villes plus agréables, plus humaines, grâce à une réorganisation ou une révolution de la logistique de la mobilité des marchandises, la logistique urbaine. Et donc, à la base, c'est une coopérative de coursiers à vélo, mais qui a d'autres métiers qui ne fait pas que livrer des marchandises à vélo. Nous faisons aussi du conseil aux entreprises et au pouvoir public pour les aider à changer, pour justement leur essayer de changer un maximum de camionnettes en vélo cargo avec aussi, pourquoi pas, des remorques qu'on utilise qui nous permettent de transporter des europalettes. C'est assez innovant et qui nous permettent de transporter jusqu'à 250, parfois 300 kg de marchandises sur un vélo à assistance électrique. Et donc, en fait, on est en train de créer autour d'Urbike tout un microcosme qui se base donc sur la distribution des marchandises en ville, mais en créant différents métiers. Et là-dedans aussi, on fait de la formation. Et les enjeux sociétaux, premièrement, celui qui est le plus visible, c'est évidemment tout ce qui est environnemental, qualité d'air en ville. Ça, c'est une des choses qui nous réunit tous dans l'équipe, c'est ce côté, l'air n'est plus respirable en ville, il faut urgemment changer les choses. La deuxième chose, c'est rendre les villes plus humaines et plus agréables, comme je le disais. Donc, c'est clair que on se voit, hein, quand on croise quelqu'un à vélo, on se salue, on sourit. Quand on est en voiture, on est dans une bulle, une boîte de métal de plusieurs tonnes. C'est beaucoup moins agréable. C'est plus dangereux aussi. Et donc, voilà. Et donc, on est vraiment en train d'essayer de se dire, en faisant les choses bien, on peut non seulement rendre la ville plus agréable, mais aussi la soutenir peut-être économiquement, soutenir le commerce local. Et tout ça avec des emplois de qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. C'est que, à l'ère de toutes les plateformes soi-disant de partage, l'économie de plateforme est en fait finalement se construit sur base d'emplois précaires que justement on veut. Voilà, on voudrait changer la donne. On voudrait faire de l'économie de plateforme dont vous êtes le héros, un système d'économie sociale, de l'économie de partage, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ce serait d'avoir des coursiers justement qui sont respectés, formés, bien payés et qui ont leur mot à dire dans la gestion de l'entreprise. Donc en fait, quand on parle de Uber, en général, on dit que ton patron est un algorithme. Nous, on voudrait justement que les coursiers puissent se sentir propres patrons de la structure dans laquelle ils travaillent. On va revenir là-dessus parce que c'est vraiment un point essentiel. Mais du coup, Mathilde, pour toi, Kabas, là, on est dans l'alimentation. Ouais. Dis-nous en plus. Alors, en fait, l'idée de Kaba est née chez SAEB lors des accompagnements, parce qu'on accompagne tout un tas de projets en Wallonie et à Bruxelles, donc que des projets en économie sociale, et autant de la production jusqu'à la commercialisation. Et ce qui était intéressant dans tous ces projets qu'on accompagnait individuellement, donc les uns indépendamment des autres, c'est qu'ils avaient tous des besoins communs.
Ils avaient des besoins de mieux gérer leur logistique et leur commercialisation. Donc là, ça rejoint un peu ce que dit Philippe, mais en tout cas, optimiser la logistique et la commercialisation, qui est souvent assez chronophage et qui leur coûte souvent plus que ça les aide, quoi. C'est assez difficile à mettre en place. Ils ont souvent des difficultés à trouver un lieu de transformation pérenne et financièrement abordable, avec des conditions de stockage qui soient adéquates. Ils ont des problèmes de trésorerie. Ils sont souvent aussi dans une précarité sociale, et financière assez importante, et ils sont souvent assez isolés. Et on se disait, en aidant tous ces projets de manière indépendante, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour les aider pour avoir un levier plus important? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de CABA. C'est comment on peut mettre des choses en place pour aider tous ces entrepreneurs du secteur de l'alimentaire qui ont des besoins communs. Ceci étant dit, ça c'est au niveau de l'offre. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une demande. Il y a une demande en produits locaux, il y a une demande d'améliorer la résilience alimentaire en Belgique. Le problème, c'est qu'il y a des projets locaux, mais ce sont souvent des petits projets et l'offre est du coup assez éclatée. Et c'est difficile du coup de faire correspondre l'offre à la demande. Parce que pour les magasins, pour avoir accès à cette demande qui est éclatée parmi de nombreux artisans, c'est un peu un casse-tête. Pour avoir accès à, par exemple, 50 produits, il faut 50 fournisseurs, 50 bons de commande, 50 bons de livraison, 50 factures, 50 livraisons. C'est quasiment, enfin, ça devient vite difficile à gérer. Et donc, l'idée de CABA, c'est vraiment de rassembler des artisans locaux en circuit court et en bio, qui ont des besoins communs, donc en logistique et commercialisation. C'est le premier pôle qu'on est en train de développer. Puis, on aimerait développer un lieu de transformation mutualisé pour les artisans qui en ont besoin. Et peut-être ouvrir des magasins et, bien entendu, travailler aussi sur la précarité, la protection sociale des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les artisans, beaucoup d'entre eux sont indépendants. Ce qui fait que s'ils ont un souci, ils se retrouvent dans une précarité sociale assez importante. Et donc, réfléchir à un statut d'entrepreneur salarié, un peu comme le font la coopérative Smart ou Dies. Et parce que pour nous, l'ubérisation du travail est un vrai problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en commun avec Urbike et qu'on peut rediscuter. Mais du coup, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est que vous avez tous les deux opté pour la création d'une coopérative. Hein, et Cabas et Urbike sont des coopératives. Et comme je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse bien les particularités de cette forme juridique, est-ce que vous pouvez nous dire, l'un et l'autre, qui sont les coopérateurs de votre entreprise aujourd'hui? Philippe, peut-être avec Urbike. On a environ 300 citoyens qui sont coopérateurs d'Urbike. On est sur un mode un homme, une voix. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le montant qu'on apporte, on a le même pouvoir à l'Assemblée générale. À côté de ça, il y a des partenaires qui ont pris des parts, que ce soit des fournisseurs ou des autres partenaires, des autres entreprises qui simplement ont envie de s'investir dans le projet. Et pour le reste, ça a vraiment commencé de façon... ça a commencé vraiment avec des sympathisants. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que on est à la deuxième phase. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les employés et les coursiers d'Urbike prennent des parts également et commencent à s'approprier l'entreprise, parce qu'en fait, on a créé un module un petit peu top-down, c'est-à-dire qu'on a d'abord mis la structure, on s'est donné les moyens de faire quelque chose, qu'on est en train de la mettre en place. Et en fait, tout l'objectif, c'est maintenant de faire en sorte que on arrive à faire en sorte que les coursiers s'approprient, coursiers et les employés d'Urbike, parce que, comme je le disais, il n'y a pas que du service de course qu'on offre chez Urbike, s'approprient l'entreprise, prennent des parts et prennent leur place au sein des différents organes. Ok. Et pour toi, Maïti, les coopérateurs de CABA, qui sont-ils? Donc, on a les travailleurs les travailleuses, parce que nous sommes 2 employés et eux, 2 femmes qui pilotons CABA. Donc aujourd'hui, les employés ont des parts, les artisans qui rejoignent la coopérative ont des parts, et des sympathisants, donc qui peuvent être soit des citoyens,
soit des structures ASBL, structures amies, disons, qui souhaitent nous soutenir en prenant des parts dans la coopérative. Et il y a une dernière catégorie qui sont des garants. C'est une catégorie un peu spéciale. Comme c'est une coopérative, disons, avec un enjeu sociétal, ces garants, si on devait changer cet enjeu, doivent donner leur accord. Ils ont droit de veto au changement de la finalité pour s'assurer que CABA ne devienne pas un projet méga capitaliste. Ces gens sont des gens qui croient dans le projet, qui croient en la finalité et qui sont là pour la protéger et éviter que ça change si les choses devaient évoluer. D'accord. Et pour vous, en quoi cette structure juridique, elle contribue à maximaliser votre impact sociétal? Comment est-ce que le choix de la coopérative participe finalement à la réponse de l'enjeu sur lequel vous vous positionnez, donc pour l'un l'alimentation, pour l'autre la mobilité, et tout ça dans enfin, voilà, dans le cadre d'une économie sociale et solidaire? Peut-être je peux continuer. Donc, en fait, ce en quoi on croit, en tout cas, sur quoi on a basé la coopérative, c'est sur les valeurs de l'économie sociale. Donc, c'est une coopérative au service d'une finalité sociétale, sociale ou environnementale. Et donc, l'argent est vraiment vu comme un moyen de développer l'entreprise. Bien sûr, c'est important de faire de l'argent, mais c'est au service de ce développement et de la finalité. Et on a envie de le faire de manière, dans une dynamique participative et démocratique. Et donc, l'intérêt de la coopérative, c'est que chaque personne qui détient une part, ou plusieurs parts, et dans notre cas, comme dans le cas de Urbag, c'est une personne, une voix. C'est-à-dire qu'on est 30 000 euros dans CABA ou qu'on en est 50, on a toujours une voix à l'Assemblée générale. Donc l'intérêt de la coopérative, c'est que toutes les parties prenantes qui participent à la coopérative ont voix lors de l'Assemblée générale. Et donc ça permet que les gens concernés, donc l'idée c'est de faire rentrer dans la coopérative et de devenir coopérateur quand on a des enjeux dans la coopérative, ce qui permet que les personnes qui sont impliqués dans la coopérative, les travailleurs par exemple, les artisans qui sont concernés par ce que fait CABA, ils ont voix au chapitre sur les décisions stratégiques, sur son fonctionnement, sur son développement, sur ses investissements. Et donc c'est vraiment inclusif et démocratique. Ça c'est un aspect qui est important pour la coopérative. Un deuxième aspect, c'est que ça permet d'avoir un financement si on le souhaite. Comme le disait Philippe, ils ont un panel de coopérateurs assez important. Dans CABA, on est beaucoup plus jeune, on a déjà à peu près entre 70 et 75 coopérateurs. Ça permet aussi d'avoir des investisseurs, de générer des investissements dilués sur un grand nombre de personnes et d'éviter d'avoir recours, si on peut, en tout cas quand on fait quand on fait des levées de fonds auprès des citoyens, d'avoir un investissement qui est réparti sur un grand nombre de personnes, plutôt qu'avoir un investisseur qui ensuite a la main sur l'entreprise et a du pouvoir sur l'entreprise et sur son fonctionnement et qui peut faire dévier la façon dont on voyait les choses jusqu'à maintenant. Oui, donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que ça a vraiment eu je veux dire, le choix de la forme juridique a vraiment eu un impact direct sur votre stratégie de financement. C'est également le cas pour toi, Philippe? Oui. Ouais. Et tu peux nous en dire plus? Oui, mais donc en gros, ça nous a aidé dès le départ. En fait, nous, on est parti avec, voilà, on quittait City Depot. Il y a eu un appel à projet d'Innoviris. On a vraiment sauté dans le train en marche. On a écrit notre projet en quelques nuits en décembre et à partir de janvier, on se lançait. Et depuis le début, le modèle, c'est de faire une coopérative, comme je le disais, parce qu'on voulait faire un système dont les personnes dont les personnes actives soient vraiment propriétaires. Et donc ça, c'est le modèle en soi. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire en sorte que on motive les gens parce qu'ils sont en fait un peu auto-entrepreneurs finalement, en tout cas vraiment partie prenante dans la gestion de leur travail. Et donc ça fait pas pour nous, c'est pas juste une idée, c'est pas un projet idéaliste de créer une coopérative pour créer une coopérative, c'est vraiment le fait de se dire, on se rend compte que les gens vont être motivés, vont travailler mieux, plus longtemps, parce que simplement, ils se rendent compte de ce pourquoi ils travaillent, ils sont respectés évidemment, mais ils sont aussi, c'est pour eux, quoi, c'est leur outil.
Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, on a dû commencer très rapidement. On a créé cette coopérative en très peu de temps. Eh bien, on a pu, rien qu'avec au début les amis, les proches et puis tous ceux qui ont commencé à nous soutenir, on a pu récolter de l'argent assez rapidement pour pouvoir apporter la contrepartie nécessaire au cofinancement d'Innoviris. Et donc, c'est sûr que c'est plus facile de le faire comme ça que d'aller chercher quelques partenaires, ou bien alors il faudrait avoir soi-même de l'argent de côté et investir avec ses propres deniers, ce qui n'était pas la volonté. Et donc, pour le reste, je me retrouve complètement dans ce que Mathilde disait, c'est-à-dire cette volonté de créer une entreprise en fait, qui ne valorise pas que le capital, c'est-à-dire que le capital est un moyen pour atteindre un but. Et donc, on a besoin d'argent. On sait que pour créer une entreprise durable, avant tout, elle doit être rentable. Donc ça, c'est pas Bisounoursland. Il y a que toute entreprise, mais par contre, ce n'est pas le seul but. Le seul but n'est pas de faire de l'argent. C'est un moyen et ça permet de changer beaucoup de choses dans la vision des choses. Et donc, les gens qui ont pris des parts dans l'entreprise, ce sont des gens qui sont autant intéressés à placer leur argent en espérant peut-être avoir un petit peu plus de retour que ce qu'ils ont sur leur livret vert, mais aussi en se disant que chaque euro investi aura un impact concret sur l'emploi local et sur la qualité de l'air, la qualité de la vie à Bruxelles pour commencer. Et il le valorise. Il le valorise. Et donc, c'est une grosse différence parce que, comme l'expliquait Mathilde, si on a le pouvoir, le capital dans quelques mains qui décident de beaucoup de choses, si elles le font dans une optique au début idéaliste, il se peut qu'à un moment ou un autre, quelqu'un d'autre prenne la main et puisse se dire, bah, tiens, en fait, je suis désolé, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de rendement, donc le modèle, vous allez le changer légèrement et en fait, on va plutôt mettre tous les travailleurs en variable. Ce sera beaucoup plus efficace. Ça permettra de générer des gains supplémentaires. Et vous verrez, on aura encore un plus gros impact. OK, sauf que ça, ce n'est pas le modèle. Et donc, le modèle, c'est de autant rémunérer l'emploi que le capital. Et donc, ça, on doit trouver l'équilibre. Et en étant en coopérative et en se mettant dans les statuts ces règles-là et en faisant en sorte que chacun détienne, en fait, c'est un petit peu comme système de crypto-monnaie dont chacun détient une petite partie, ça fait en sorte que finalement, on ne peut pas changer le modèle. Il est bétonné, quoi. Donc, c'est avant d'avoir l'avis et l'accord de tous les 350 ou les 300 coopérateurs, il faut déjà y aller parce que ce sont des gens qui savent pourquoi ils ont mis l'argent au début. Et donc, c'est beaucoup plus fort que de devoir convaincre une ou deux personnes qui, en général, font ça aussi à des fins professionnelles, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui se disent bah, je vais quand même essayer d'en retirer un tout petit peu plus, ou bien beaucoup plus, ça dépend un petit peu. Voilà, on est dans un autre modèle, un autre monde pour ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Mathilde? Ouais, je veux juste ajouter que la structure juridique coopérative peut très bien être une entreprise avec un modèle classique. C'est la structure juridique alliée à le modèle d'entreprise sociale et à la philosophie et au modèle économique d'une entreprise sociale qui en font une entreprise telle qu'on en parle aujourd'hui. Une coopérative avec un modèle économique ultra-capitaliste, ce sera une entreprise classique qui mettra l'argent, voilà, qui fera de l'argent pour faire de l'argent, quoi. Donc, la structure juridique est une chose, mais il faut que la structure juridique soit alliée à une finalité, alliée à une gouvernance participative pour que ça en soit une entreprise, un modèle d'entreprise tel qu'on en parle aujourd'hui. C'est clair. Avant de donner la parole à Marine pour voir s'il y a des questions notamment, je voudrais vous poser une question parce que ça paraît un peu le modèle idéal à partir du moment où on veut cette gouvernance démocratique et qu'on veut bétonner tout ça dans des statuts. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec ce statut juridique particulier? Est-ce qu'il y a des limites à la coopérative qui sont des freins au développement de votre entreprise aujourd'hui? Tu peux répondre d'abord, Philippe, et je compléterai si tu as des idées. Oui, j'ai des idées, j'en ai beaucoup. La grosse difficulté, c'est que on est dans un modèle qui est quand même différent du standard. Et donc, la première difficulté, c'est on est dans un monde parallèle, quoi. Et donc, les notaires, les banquiers, les juristes d'entreprise, les comptables, c'est pour eux, la plupart du temps, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, dont ils ne comprennent pas toujours tous les enjeux et pour lesquels ils ne sont pas toujours au courant de ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Et donc ça, c'est une des premières limites, c'est que c'est clairement pas le modèle classique. Et donc, on doit chercher, on doit un petit peu chipoter pour rédiger des statuts, pour pouvoir mettre en place cette gouvernance, parce que tout ça est nouveau et est assez personnel. Chaque coopérative a un petit peu sa manière de travailler. Là où le capitalisme, entre guillemets, alors je trouve que c'est un petit peu, évidemment, caricatural de parler de capitalisme juste, mais je veux dire, une entreprise classique, on va dire, a un modèle beaucoup plus simple, parce que, en fait, c'est celui qui a mis l'argent qui décide, punt. Et donc, au moins, on ne se fatigue pas trop. Après ça, on peut en faire une entreprise un peu libérée, tout ce qu'on veut, mais la base est très simple et met tout le monde d'accord, en fait, finalement. Là où on est dans un truc ici qui est beaucoup moins balisé, beaucoup plus voilà, à définir. Et encore un des points qui me vient à l'esprit par rapport aux difficultés, mais je ne sais pas si c'est vraiment une difficulté, mais en tout cas, c'est que pour l'instant, on a passé les 2 premières années, nous, qui étaient un petit peu le proof of concept. On passe à la mise à échelle et on se rend compte qu'il est impossible de trouver un investisseur qui rentre dans les critères. Même dans l'économie sociale, il n'y a personne qui est prêt à mettre de l'argent dans la coopérative parce qu'on est tellement loin dans les critères qu'on a mis en place que finalement, soit c'est parce qu'un homme, une voix, on se dit, oui, attends, non, parce que moi, je veux bien mettre quelques centaines de milliers d'euros dans ta coopérative, mais alors, il faudrait quand même que j'ai un peu de garantie par rapport à certaines décisions. Bah, si on veut y aller à fond, bah, non, il n'y a pas plus de garantie qu'un autre. Alors, peut-être qu'on peut offrir une place dans le conseil d'administration, ça, c'est des choses qui sont envisageables, mais ce n'est même pas suffisant. Et la deuxième chose, c'est la liquidité, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux m'assurer que je pourrais ressortir de ta coopérative? Et là, en fait, ça crée, c'est de nouveau, en fait, le fait qu'on est dans cette espèce de monde parallèle qui fait qu'il faut être beaucoup plus créatif. Et donc, nous, notre croissance, en tout cas, d'abord, elle va être modérée. Hein. Le but, c'est pas de croître pour croître, mais simplement, on a quand même envie d'avoir un réel impact. On a envie de vraiment pouvoir apporter une différence en termes de qualité d'air, par exemple, à Bruxelles. Donc, il faut qu'on grandisse. Eh bien, pour grandir, on va aller chercher de l'argent justement chez des petits porteurs qui continuent dans la même logique. Mais je ne pense pas qu'en restant tel qu'on est, on pourra trouver de l'argent ailleurs. Ok. Mathilde, tu veux compléter? Non, je pense que on vit les mêmes choses. Quand on est allé voir des investisseurs éthiques, ou fonds éthiques, comme on appelle, en fait, ils demandent déjà des rendements vraiment importants, ils veulent de la plus-value sur les parts, ils sont pas d'accord avec la gouvernance qu'on souhaite mettre en place et la démocratie dans l'entreprise. Donc, on peut voir ça comme un frein. Après, je crois que on peut aussi le voir comme une opportunité justement d'innover, de parler, de justement que les citoyens s'engagent dans les entreprises et soutiennent les entreprises qui ont du sens et que l'économie et les entreprises soient un sujet au centre de la société quelque part. Et que c'est vraiment, ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est aussi que l'entreprise, c'est aussi un lieu où on apprend à faire démocratie. On passe quand même beaucoup de temps en entreprise. Dans notre démocratie actuelle, dans la société, on peut questionner ce qu'on appelle démocratie. Et au sein des entreprises, on peut repenser cette démocratie et inclure les citoyens. Et quelque part, c'est un levier d'émancipation pour tout un chacun. Donc, c'est sûr que ça demande de la créativité, ça demande beaucoup d'énergie de lever des fonds. Et que c'est un peu décevant de se dire qu'il y a des fonds qui s'appellent éthiques et qui veulent pas investir dans des projets d'innovation sociale. Ils nous l'ont dit. Ah non, votre projet innovation sociale, excusez-nous, c'est trop innovant. C'est trop innovant. Et ça, c'est décevant et en même temps, c'est encourageant de se dire il y a d'autres moyens de faire et cherchons ailleurs, quoi. Ok. Marine, peut-être que tu as des questions à faire remonter. Je prends le pouls du public et nous avons donc d'ores et déjà 2 questions. Donc, je remercie Laurent et Apolline d'ouvrir le bal. Et donc, on va donner d'abord la parole à Laurent Lahaye. Tu peux te brancher avec nous, Laurent. Oui, bonjour, merci. On t'entend pas, Laurent. Ouais, on t'entend pas bien. Là, normalement, ça devrait aller. Ouais. Oui, donc je disais merci beaucoup pour déjà les premières questions-réponses, super intéressant. Je trouve que le format est aussi très dynamique, donc c'est chouette. Hélène, tu fais ça bien. Ensuite, je voulais, oui, par rapport au fonds d'investissement éthique, bon là c'est peut-être juste une petite remarque, on a des collègues qui travaillent là-dessus, mais c'est vrai qu'on commence à en voir apparaître
toute une série différente. Donc, il y a une classification avec 7 fonds éthiques différents, avec certains qui sont vraiment à impact positif. Mais c'est vrai que c'est naissant et qu'ils sont vraiment aux prémices. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu plus la galère. Maintenant, j'avais une autre question. J'ai bien entendu, enfin, par rapport au fonctionnement coopératif, et je trouvais ça intéressant, par exemple, le système dont Mathilde parlait avec un système de garant pour être sûr de ne pas perdre de vue la mission sociale. Mais donc, vous dites aussi qu'il faut garder un équilibre entre le social et l'économique. Mais vous partez beaucoup de l'hypothèse qu'on pourrait dériver du côté business et oublier le social. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, par exemple en situation de crise, qu'à force de trop privilégier le social, on se mette dans les difficultés et que du coup, on nuise à la pérennité de la structure? Est-ce que de ce côté-là, vous avez aussi des personnes qui peuvent... je ne sais pas quelles sont les méthodes de gouvernance que vous mettez en place pour vous assurer d'avoir quand même un minimum d'efficacité économique pour pouvoir simplement survivre et continuer à répondre à la mission sociale. Mathilde, je ne sais pas si tu veux franchement, en tout cas pour nous, enfin, on est pleinement consciente que le modèle économique doit être viable pour qu'on fonctionne. C'est-à-dire, on fonctionne comme toute autre entreprise. On a un business plan, un plan financier avec des projections un plan financier qui nous permet d'atteindre l'équilibre après un certain nombre de mois d'activité. On a des objectifs de financiers. Et tout ça, ça a été pensé avec la finalité. Donc, je pense qu'aller trop vers la finalité, il y a peu de risques. Parce qu'on est consciente qu'il faut, à la fin du mois, il faut quand même qu'il y ait des rentrées d'argent pour que la coopérative fonctionne. Et s'il n'y avait pas la rentabilité attendue, le projet ne pourrait pas continuer, donc la finalité ne pourra pas être servie. Et donc, ça n'a plus aucun sens, quoi. Super. Alors, j'ai une autre petite question par rapport au profil des personnes que... Oui, et après je vous laisse tranquille. Juste par rapport au profil des personnes qui travaillent dans vos coopératives, sont en général des personnes qui viennent vraiment du monde déjà de l'économie sociale, ou c'est davantage des personnes qui sont ou qui viennent aussi davantage du privé comme vous et qui ont eu certaines désillusions et qui se réorientent ou... Voilà. C'est assez impressionnant chez Urba avec les profils qu'on attire, quoi. C'est qu'en fait, il y a vraiment une volonté de travailler dans des structures comme les nôtres. Et pour chaque recherche d'emploi qu'on a fait, on a toujours été super agréablement surpris de la qualité des profils. Et ça va jusqu'aux coursiers à vélo. C'est-à-dire qu'il y a quelques coursiers à vélo qui ont leur doctorat, quoi, hein, et qui ont simplement envie de donner du sens, voilà, d'avoir un rythme de vie qui soit soutenable. Et donc, c'est fou. On a vraiment une chance énorme par rapport à l'équipe. On a un des coopérateurs qui est venu nous retrouver voilà, en disant, voilà, moi je suis en perte de sens, je voudrais investir dans la coopérative, mais pourquoi pas plus? Et il est devenu maintenant notre responsable IT et opérationnel, et c'est un type d'un profil de fou qui fait une croix sur une bonne grosse partie de son salaire pour nous rejoindre. Donc, c'est vraiment une chance énorme. Et la deuxième petite, pour répondre aussi à la question précédente que tu posais, Laurent, le côté économique, moi, voilà, je pense que je me réveille la nuit, comme beaucoup d'entrepreneurs, rien que pour ça. Et donc, on a fait aussi très attention à nous entourer. Autant dans le CA, par exemple, c'est un financier qui est à la tête du CA, idéaliste certes, mais c'est vraiment, il est très, 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 très sévère à ce niveau-là. Et on se fait conseiller énormément. On n'est pas du tout dans une optique, enfin voilà, on est conscient, comme disait Mathilde, que c'est la première chose, quoi. Il faut être rentable, sinon on arrête tout. Donc, voilà. Vous n'aurez de l'impact que si vous êtes rentable et pérenne. Exactement. Mais ce n'est pas le seul objectif, quoi. La question, c'est comment on devient rentable. C'est comment on fait. C'est pas la fin, on est bien d'accord, il faut être rentable. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour être rentable et comment on le fait. Et on le fait différemment, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on fait de l'argent une fois qu'on a atteint la rentabilité? On va peut-être prendre une autre question. Un grand merci. Merci Laurent. Donc on va passer la parole maintenant à Apolline. Est-ce que tu veux brancher ta caméra et ton micro? Voilà. Oui. Donc bonjour, donc moi j'ai une question concernant la gouvernance démocratique. Donc en fait, j'ai bien compris que c'était un homme égale une voix dans l'Assemblée générale, mais moi j'aimerais bien savoir du coup comment le day-to-day business est géré. Du coup, si c'est aussi démocratique dans ce sens-là ou si là vous faites en plus petit comité, parce que je pense que pour gérer le business du jour après jour, on ne sait pas toujours faire des grandes réunions avec toutes les personnes qui sont impliquées. Donc
voilà, plus avoir une structure un peu de comment ça se passe dans notre entreprise. Mathilde. Ouais, nous, on est une jeune structure, hein, donc on est en train de mettre en place la gouvernance. C'est pour avoir accompagné de nombreuses entreprises sociales, je peux vous dire que c'est un sacré challenge et qu'il y en a plus d'un qui se sont cassés les dents sur cette thématique. Nous, dans notre cas, on a choisi de se faire accompagner pour cette mise en place, pour justement avoir un œil extérieur. Mais l'idée, en fait, si on dit de manière assez générale, c'est que les personnes concernées par une décision sont consultées ou la décision est prise avec les personnes concernées par la décision. Quand on voit dans une entreprise classique, en tout cas moi ce que j'ai vécu dans ma carrière, ma première partie de carrière, il y avait des décisions qui nous arrivaient du haut, ça pouvait concerner mon travail, mais quelqu'un d'autre avait pris cette décision à ma place, sans me consulter, sans me demander, et ça impactait mon travail de tous les jours. Et ça, je trouvais ça foncièrement très désagréable, très difficile à vivre et parfois totalement inadéquate pour ce que j'avais à faire et ce qu'on me demandait de faire. Là, l'idée, c'est plutôt, voilà, quand on prend des décisions qui concernent les artisans, par exemple, on est en train de développer le réseau de commercialisation. On leur a dit, voilà, à quelle vitesse on allait le développer, comment ça se passe, ils sont OK avec ça. À un moment, si on se dit, on va sortir de Bruxelles et aller dans le Brabant wallon, c'est quelque chose qu'on discute avec eux. On leur dit, voilà, ça va correspondre à tant de magasins, à tel volume. Est-ce que pour la production, vous, c'est OK? Est-ce que, enfin voilà, c'est des choses, on parle avec les personnes concernées. Bien entendu, c'est pour choisir la couleur des stylos qu'on va acheter. Je veux dire, ça a un impact, sauf s'il y a quelqu'un pour qui c'est très important dans son travail, mais sinon, on prend la décision nous-mêmes. C'est plus les décisions qui concernent les autres, qui concernent des parties prenantes autres que nous qui gérons la coopérative. Alors là, on les inclut dans la décision. Philippe, tu veux compléter? Moi, c'est tout à fait là-dedans qu'on est aussi. C'est un travail permanent, une musculation constante, mais c'est clair qu'il faut une cohérence, mais ça ne doit pas être... Enfin, c'est toujours le risque qu'on se retrouve autour de la table pour tout, mais c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de réflexions par rapport aussi à la transparence qu'on veut donner. Est-ce qu'on fait une transparence? Pour l'instant, tout le monde a accès à tout le drive, avec tous les documents, avec tout. Et la question parfois, c'est de se dire, même entre collègues, est-ce que tout le monde veut savoir ce que l'autre gagne, par exemple? Enfin, c'est vraiment plein de petites choses. Et il y a toujours parfois, il faut essayer de faire en sorte que ce soit toujours source de regain de motivation, la gouvernance. C'est ce que disait Mathilde, c'est qu'en effet, si on se sent soit pas concerné, soit pas consulté, soit pas impliqué dans la structure, qu'est-ce qui nous motive, quoi? Et ça, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est de nouveau, il ne faut pas avoir une gouvernance qui soit dictatorialement libérée, enfin, il y a énormément de noms. Mais il faut faire en sorte que ce soit cohérent, que ça nous aide dans la vie de tous les jours. Parce que si c'est pour compliquer la tâche de tout le monde, parce qu'attention, on s'est fixé des règles, il faut que tout le monde soit là à toutes les réunions, qu'on se prenne par la main, qu'on chante une chanson avant. Non, ça doit être efficace et ça doit être adapté à nos besoins. Et donc là-dessus aussi, on se fait aider. Et je voudrais juste dire un petit truc. C'est quand même vraiment top parce que, bon, Innoviris, vous connaissez, c'est l'organisation qui soutient l'innovation en région bruxelloise. Elle finance donc la recherche au niveau de notre modèle économique et modèle de livraison qui est très, très innovant. Mais aussi, elle finance la recherche, pour une partie évidemment, sur cette idée de création de coopérative et cette volonté justement de faire une gouvernance participative. Et ça, c'est une chance qu'on a parce que du coup, on peut se faire aider parce que sinon, en général, quand on est dans une start-up, c'est le nez dans le guidon, on fonce. Et ce genre de questions, en fait, le problème, c'est qu'on n'a même plus le temps de les analyser parce qu'on est blindé de travail. C'est le cas maintenant, on est tous sous eau, mais on arrive encore, grâce à quelques aides extérieures, de temps en temps, prendre un peu de souffle et repenser les choses. Et je voulais juste... Le temps qui passe, et donc peut-être Mathilde complète rapidement. Oui, je voulais juste dire que en place la gouvernance, c'est toujours quelque part un triangle entre que ce soit démocratique, d'accord, participatif. Un autre, c'est les aspects légaux et juridiques. Il faut quand même, il faut respecter la loi. Ça. Et puis la partie efficacité, quoi. Et dans ce triangle, il faut trouver où on se place pour les différents grands types de décisions qu'on a à prendre dans la coopérative.
Magnifique. On a même un modèle avec ça. Est-ce que on prend une dernière question, Marine? Oui, donc on va donner la parole. Merci à Pauline. La parole à Emma. Emma, si tu veux te connecter avec nous. Oui, bonsoir. Donc moi, j'avais une question qui rejoignait encore l'aspect financement. J'aimerais savoir si selon vous, quelle était selon vous la meilleure option pour financer ces types de projets, parce qu'on entend très souvent parler du crowdfunding, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'en vous écoutant, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une seule source de financement propre à l'entrepreneuriat social. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup du projet en lui-même, de l'entourage de l'entrepreneur. Voilà, est-ce que vous pourriez développer un petit peu à ce niveau-là? Ou du moins, s'il y a une source à favoriser de financement, voilà. Je te laisse démarrer, Philippe. Donc oui, la source première, c'est clairement le crowdfunding, l'appel public à l'épargne. C'est sûr que, en fait, pour une coopérative, moi, un des premiers conseils qu'on m'a donné aussi, c'est toi et les cofondateurs, rémunérez-vous dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est contrairement à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui lance son business dans l'espoir de créer quelque chose et qui donc investit dedans en se disant je vais le revendre ou ça va avoir de la valeur plus tard et donc j'investis dans l'avenir. Nous, on est des parents porteurs, quoi. Des pères et des mères porteuses, on crée un projet qui ne nous appartient déjà plus à partir du moment où on a été chercher tous les coopérateurs parce qu'on est complètement dilué dans la masse, autant que les autres. Alors on s'est mis garant le temps que la structure puisse prendre vraiment sa forme, mais il y aura toujours des garants qui seront là, ce sera peut-être plus nous tout le temps, mais donc ça c'est vraiment important. Donc ça veut dire aussi qu'on a peut-être besoin de plus d'argent au début qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se lance tout seul. Donc il faut arriver à convaincre des gens, et donc c'est clair que le crowdfunding est la première source, et pour moi, je le disais, c'est la source presque principale et unique de capital. Après ça, maintenant, on se rend compte que, ben voilà, il y a des clients avec qui j'étais cette semaine qui me disaient, ben tiens, en fait, on mettrait bien de l'argent dans ta structure. Je leur dis, mais vous vous rendez bien compte que vous n'aurez aucun contrôle, hein. Non, 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 c'est par sympathie, c'est par cohérence. Et donc, on se rend compte que là, il y a peut-être quelque chose. Et puis, alors, le reste, ce sera des financements avec des prêts. Voilà, ce sera autre chose que du capital, mais c'est très compliqué de trouver du capital, même dans l'économie la plus sociale, dans les structures qui sont dans des fonds éthiques. En fait, de nouveau, la forme coopérative telle qu'on l'a, telle qu'on l'a choisie, elle est à ce point extrême que ça ne permet pas l'entrée enfin, en tout cas, on n'a pas encore trouvé de fonds qui soient intéressés d'y participer. Mathilde? De la même façon, tout comme le projet Urbike, on est vraiment dans un modèle innovant. C'est vraiment les nouveaux modèles d'entreprise. Hein. C'est le modèle de l'avenir, à mon sens. Et donc, de la même façon, notre financement, c'est une levée de fonds. Donc, on a quand même levé des fonds dès le démarrage. En fait, au démarrage, on a levé des fonds. Et puis, on complète avec un prêt aujourd'hui. Voilà. Donc, de la même façon que Philippe. Après, il existe aussi des dispositifs qui peuvent aider, des dispositifs gouvernementaux, régionaux qui aident, mais c'est les principales sources de financement. Je vais vous proposer qu'on continue, et puis on va reprendre des questions un petit peu plus tard. Et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est que vous êtes à des stades différents. Hein. Cabas, c'est tout récent, Urbike a quelques années de vol maintenant. Mais il y a quand même eu un début. Et donc, moi, je me demandais, est-ce que vous avez eu l'opportunité, en fait, de tester votre solution avant de vous lancer? Est-ce que ça a été possible? Et si oui, comment est-ce que vous avez procédé? Alors, je commence avec Philippe. En fait, nous, on a eu cette chance, comme je le disais, de commencer par répondre à un appel à projet de la part d'Innoviris pour Smart Mobility Challenge. Et c'était, entre guillemets, fait pour nous. On était tellement gourmands qu'on a même répondu avec 2 projets. Et donc, les 2 ont été choisis. On a pu choisir dans lequel des deux on s'impliquait complètement. Et l'autre est toujours en développement, mais avec d'autres personnes. Et donc, ça nous a permis de faire à la fois le test, le labo. En fait, ça nous a vraiment permis de nous lancer en très peu de temps. Parce qu'en une fois
c'était en fait l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'à la fois on avait, mais c'était assez risqué aussi parce que ce projet Innoviris, il fallait qu'on puisse le cofinancer et donc on a pu aller chercher rapidement beaucoup d'argent auprès de petits porteurs parce qu'on leur disait, ben voilà, Innoviris est là. Et donc, ça va, en fait, l'effet s'est démultiplié par la combinaison des deux choses. Et donc, on n'a pas dû tester à toute petite échelle d'abord le projet. Bon, il y a, la chance qu'on a, c'est qu'il y avait une historique de City Depot qui faisait qu'on avait déjà un petit peu fait d'une part nos preuves, parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens quand on a déjà lancé un business et que ça a marché ou pas, parce que même le fait d'avoir une expérience, en tout cas, c'est plus facile pour convaincre des gens, parce qu'il il faut pas sous-estimer, on avait les oreilles mais chaudes de téléphoner à tout le monde pour convaincre personne par personne de venir investir dans notre structure. Donc, il fallait quand même pouvoir convaincre les gens, c'est parfois le plus dur, sont les amis ou la famille, que ce n'est pas une petite donation, on n'était pas là pour vendre des calendriers scolaires ou des truffes qu'on avait roulées nous-mêmes. C'était un business et donc on cherchait des investisseurs et donc ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et donc, heureusement qu'il y avait eu cette histoire de City Depot et heureusement qu'il y avait en même temps le soutien d'Innoviris qui, en une fois, nous permettait aussi de contacter des gros acteurs, d'être connectés à 2 universités et d'avoir des partenaires de poids. Donc, c'était ça un peu notre labo. Ok. Et pour toi, Mathilde? Pour nous, alors nous, on n'a pas testé, mais on a co-construit. Ah. Donc, ce qui est un modèle un peu différent. On peut co-construire la co-construction. On peut co-construire et tester, je pense. Nous, on a co-construit et on s'est lancé. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la chance on a répondu à un appel à projet, tout comme Philippe, où on proposait en fait Kaba et on a été subsidié pour le montage, pour monter le projet, le modèle économique, son fonctionnement, faire le business plan, faire l'étude de marché, etc. Et dans cette phase de montage, on a travaillé avec des artisans qui avaient envie de rentrer dans Kaba, qui étaient la cible avec laquelle on voulait travailler en fait. Et donc, on a designé Kaba en fonction de leurs besoins. Et donc, ça a permis de s'assurer que ce qu'on propose, ça correspond vraiment aux besoins des artisans avec lesquels on travaille et on voulait travailler. Donc ça, c'est pour un aspect, c'est pour l'aspect utilisateur, je dirais, bénéficiaire. Et l'aspect client, en fait, ma collègue a aujourd'hui, on fait logistique et commercialisation dans des magasins en région bruxelloise. Et ma collègue, en fait, était représentante commerciale dans le secteur. Donc, elle connaissait très, très bien le secteur. Elle a des listings complets de responsables de magasins, responsables de rayons, etc. Donc, elle savait nous dire le pouls du marché, les besoins dans les magasins, comment ça fonctionne, etc. Et assez facilement aller dans les magasins, poser des questions. Donc, on n'a pas testé, mais on a beaucoup co-construit, posé des questions. On est allé voir, on est allé demander. Mais on n'a pas testé à petite échelle. Et après, on s'est directement lancé là, on est en train de se lancer avec une quinzaine d'artisans et là, on a déjà une trentaine de magasins qui travaillent avec nous. Ok. Et aujourd'hui, quand on entend ça, dans la construction, la co-construction, on imagine que il y a du coup une plongée dans un écosystème et que des liens particuliers se créent et que donc des partenariats se créent. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, dans le développement de votre entreprise, comment ces partenariats participent à votre succès ou participent au développement que vous connaissez aujourd'hui. Peut-être... là, je vous laisse choisir, en fait. Allez-y. Vas-y, Philippe. Mais les partenariats, nous, c'est un sujet assez intéressant. Il y a des partenariats, on a eu des partenariats assez forts, par exemple avec Smart, c'est-à-dire que quand on est venu expliquer le projet, ils étaient justement en plein dans le grand combat, on va dire, contre Deliveroo, à soutenir tous les coursiers cyclistes indépendants, et donc ils ont vu arriver notre projet avec beaucoup d'intérêt. Je t'interromps juste, est-ce que tu peux préciser que fait Smart, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde connaît Smart. Oui, mais peut-être que tu pourrais l'expliquer encore mieux que moi, je pense, Mathilde.
En fait, ils transforment des factures en contrats de travail. C'est-à-dire, donc au début, c'était pour des artistes, de manière assez simple, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mission de 15 jours, il est payé pour cette mission. Donc, s'il était indépendant, il pourrait le faire, il serait facturé en tant qu'indépendant et ensuite il se paye. Smart, mais pendant son temps de prestation de cette mission, il n'a pas de protection sociale, il est indépendant, quoi. Smart, ce que fait Smart, c'est que quand les personnes passent par la Smart, ils transforment cette facture en contrat de travail. Donc, si la personne travaille pendant 15 jours, elle est salariée de Smart pendant 15 jours. Et ce qui lui permet d'être protégée et d'avoir des droits sociaux pendant cette période. Donc, ce sont des factures qui sont transformées en contrat de travail sur des périodes courtes. Et de plus en plus, des gens qui ont une activité qui fonctionne tout au long de l'année peuvent avoir des CDI au sein de Smart. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais... Oui, je pense. Du coup, donc, voilà. Philippe revient. Donc, Smart était en plein combat. Donc voilà, ils étaient là-dedans, ça correspondait exactement, la solution ils s'inscrivaient aussi dans l'économie sociale. Et donc là, on a vraiment on a pu rentrer dans un monde qui était déjà très bienveillant par rapport à notre projet, et puis qui nous a apporté son soutien, sa structure. Et on est dans les bureaux de Smart, et on n'a pas recommencé de zéro, quoi. Maintenant, dans tout ce qui est partenariat, il y a des choses qui se sont parfois moins bien passées aussi, c'est-à-dire que l'idée de base, c'était de se dire on va se baser sur l'expérience, l'expertise des coursiers à vélo existants à Bruxelles. Et là, on a moins bien réussi notre coup, c'est-à-dire que on est arrivé finalement de façon maladroite, je pense, et donc là où on espérait créer des partenariats solides pour pouvoir avancer plus vite, on a plutôt créé une sorte de concurrence, ou en tout cas créer malgré nous, en tout cas, et finalement on se retrouve à se dire que ces partenariats, bon, ils sont là, hein, c'est pas, on est dans la même fédération, mais c'est pas toujours simple quand on est alors à ce moment-là dans exactement le même secteur, au même endroit, parce qu'avec des collègues d'autres villes en Wallonie ou à Paris, ça se passe évidemment très très bien. Mais voilà, pour ceux chez qui ils ont eu l'impression qu'on venait un petit peu sur leur terre. Et c'est vrai que voilà, là-dessus, le partenariat n'a pas réussi comme on le voulait. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que il faut simplement que le marché, la tarte, soit plus grande et qu'ils se rendent compte qu'à un moment, voilà, il y en aura plus qu'avant qu'on arrive. Et c'est vraiment notre objectif. En fait, juste pour expliquer le contexte, la livraison à vélo, il y a une théorie, enfin, pas une théorie, justement, une étude européenne qui a prouvé qu'on pouvait une livraison sur 4 en vélo à Bruxelles ou dans toutes les grandes villes. Et donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de marché énorme. Pour l'instant, il y a une livraison environ sur 1000 ou sur 10 000 qui se fait à vélo. Et donc, c'est vers là qu'on veut tendre. Et donc, c'est pour cette raison qu'on s'était dit, on va prendre les coursiers existants avec nous. Mais on était un peu naïf et enthousiaste au début. Je pense que c'est une question de temps, ça se fera. Mais donc, voilà, pour dire qu'il y a 2 types de partenariats, ou en tout cas, il y a des attentes qui ne sont pas toujours comblées. Mathilde, toi, on a exactement les mêmes expériences, et pourtant on est plus jeunes, c'est rigolo. Donc on a différents types de partenariats. On a, en tout cas, pour les gens qui ne sont pas dans notre secteur, on a les partenariats pour des activités de service, par exemple pour faire notre site web, notre com. On crée des partenariats avec. C'est pas juste de la prestation. On essaie de créer des partenariats, que ce soit plus à long terme, qu'on développe vraiment quelque chose, une collaboration qui va durer dans le temps. Et on essaie de travailler au maximum avec des entreprises qui ont nos valeurs, qui partagent nos valeurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, donc ça, c'est plutôt pour des choses des missions de plus petite ampleur. Après, il y a des partenariats qu'on est en train de monter qui sont de beaucoup plus grande ampleur. Nous aussi, on est assez proche de Smart. Smart, c'est quand même, faut savoir que Smart, c'est une très grosse coopérative et c'est un gros acteur de l'économie sociale qui défend vraiment la protection du travail. Et donc, on rejoint, tout comme Urbike, Smart, Kaba, SABB, on se défend tous, c'est ça. Donc, on se retrouve avec Smart. C'est eux qui hébergent notre hub logistique. Et c'est pas juste un lieu où on va stocker des cartons. Ce lieu, c'est un lieu où on a envie de créer des événements, où on aimerait peut-être monter ils aimeraient peut-être avoir de l'Oreca et monter avec nous un lieu de transformation mutualisé qui pourrait servir pour de l'Oreca sur ce site et pour nos artisans. C'est un lieu où on pourrait peut-être même ouvrir un magasin, etc. Donc, c'est vraiment un partenariat à long terme. On s'est installé là parce qu'on a envie de se développer avec eux et dans ce lieu sur plusieurs années. Donc, ça, c'est essentiel.
On a aussi un partenariat qu'on est en train de monter avec une coopérative du Luxembourg qui est vraiment très chouette, qui partage les mêmes valeurs et qui fait aussi partie d'un collectif. Alors ça, c'est vraiment intéressant, un collectif wallon et bruxellois qui s'appelle le collectif des 5C, qui ne sont que des coopératives en circuit court, qui partagent les mêmes valeurs que CABA et donc qui veulent vraiment monter une alternative à la grande distribution. Et ce collectif de coopératives se réunit pour justement créer une alternative de plus grande ampleur, voir si on pourrait faire des échanges de produits, se structurer, avoir des revendications communes, par exemple auprès de l'AFSCA, qui sont les instances sanitaires, qui ont des fois des demandes qui ne sont pas du tout adaptées aux coopératives en circuit court. Alors à la place que nous, on aille faire notre demande, où on aura forcément une fin de non-recevoir, on se mobilise, on se fédère pour pouvoir avoir plus de poids pour faire bouger les lignes. Et donc ça, ce sont des partenariats vraiment importants pour nous. On est une toute jeune coopérative, mais on fait déjà partie de ce collectif parce que c'est dans ce genre d'instance qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Après, donc ça fonctionne bien. Ces partenariats sont vraiment très, très chouettes, tout ce que je viens de vous parler. Après, on a essayé de créer un partenariat avec une structure qui fait des choses assez similaires à ce qu'on souhaite faire. Et là, ça se passe beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus compliqué. On est vraiment, alors que nous, on démarre tout juste, on est vu comme une menace, alors que nous, on a envie de collaborer, on n'a pas du tout. Donc, c'est compliqué, ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut de la patience, il faut faire un pas après l'autre. Mais donc là, ce que je comprends, c'est que bon, ben voilà, tous les beaux partenariats n'ont pas été des succès, que parfois il y a eu une donnée territoriale ou parce qu'on voilà, on est nouveau, on prend peut-être une place qui existe et donc il y a un sentiment de concurrence qui favorise pas le développement des partenariats. C'est peut-être plus facile avec des coopératives qui sont sur Liège ou au Luxembourg qu'à Bruxelles-Ville. Qu'est-ce qu'il en est des autorités publiques? Parce que bon, la transition alimentaire et la mobilité à Bruxelles, c'est quand même deux gros points de la région Bruxelles-Capitale dans leur développement. Est-ce que eux sont vus comme un partenaire, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autorités publiques? Mais bien évidemment, tant bruxelloise que wallonne, ils ont compris l'intérêt de ce qu'on représentait, je pense. Ils ont compris aussi la mentalité dans laquelle on le faisait. Donc, on a vraiment des excellents contacts et il y a vraiment une collaboration qui se crée. Donc, tant avec Bruxelles Mobilité, on a créé un projet vraiment d'envergure qui s'appelle Kergo Bike Brussels et qui a pour objectif d'accompagner 3000 entreprises indépendants et particuliers à passer de la camionnette / le vélo vers le vélo cargo. Et donc ça, c'est un projet qu'on a créé avec Bruxelles Mobilité qui inclut Parking Brussels, Bipark, ProVélo, pour faire vraiment tout un système pour essayer de comprendre pourquoi les gens, quand ils utilisent une camionnette et qu'ils pourraient utiliser un vélo cargo, qu'est-ce qui les empêche de faire ce pas en leur offrant des parkings et c'est vraiment toute une réflexion globale. Ça se passe vraiment bien et ça va changer le marché, ça va faire évoluer les choses. Donc ça, c'est très bien. Au niveau financier, je dirais par contre, on a un super contact et un super soutien de la part de Finance Brussels, dont le patron est vraiment fan du projet. Maintenant, on s'est rendu compte, là justement, qu'on a essayé de mettre en place le même mécanisme qu'en Wallonie, qui s'appelle Bras Zéro. Donc là où le public investit, chaque euro que la coopérative peut lever auprès du grand public est doublé par le public. Par le pouvoir public, eh bien, ils ont voulu mettre la même chose à Bruxelles, mais de nouveau, ils se sont confrontés au même souci de cette insécurité liée au fait qu'ils sont en totale perte de repères quand ils sont dans une structure comme la nôtre. Et donc, voilà, ça s'est transformé finalement en un prêt subordonné. Et donc, la relation est toujours très bonne, mais voilà, ça ne va pas aussi loin, je dirais, que ce qui pourrait se faire, mais relation quand même très, très positive. Ouais. Mathilde? De notre côté, on a du soutien financier puisqu'on a été subsidié pour lancer le projet. Après, on n'a pas de collaboration comme Urbike a, mais le modèle a déjà été présenté dans différents cabinets ministériels où il y a vraiment un intérêt pour répliquer, soit dans le secteur de l'alimentaire, soit dans d'autres secteurs où ça pourrait être intéressant. Mais à ce stade, ce sont juste des prémices. Il n'y a pas du tout. C'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'on doit faire nos preuves avant de pouvoir avancer sur des collaborations plus développées.
Et du coup, quels sont vos principaux défis là aujourd'hui? C'est quoi qui vous empêche de dormir? C'est quoi ce que vous voulez, les points de tension qui font que là où votre objectif de transformation massive, vous ne l'aurez pas tant que c'est pas élevé. Mais ici, je suis content, je dors pas assez. Ce soir, cette nuit, je vais avoir fini mon budget pour le CA, justement. Donc, ce sera au finish. Mais par contre, je dors bien. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ça fait depuis 2-3 semaines qu'il y a une sorte de sentiment de confiance là, qui est vraiment partagé par l'équipe. Et pourquoi? Parce que, voilà, justement, on est en phase, on finit donc notre projet Innoviris. Et donc, le proof of concept s'achève. Tous les clients, en tout cas tous les secteurs qu'on a accompagnés poursuivent, voire accélèrent le mouvement. Et puis là, on a quelques très, très gros clients qui confirment leur intérêt et qui débutent le démarrage avec nous. Et là on passe. Moi, j'avais vraiment cette crainte de me dire, waouh, on a tout pour réussir, on est au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe, parce que je n'ai pas encore parlé de mes deux coopérateurs, enfin les deux avec qui j'ai lancé la structure, Delphine et Renaud, mais c'est une chance énorme parce qu'on a un trio vraiment très, très complémentaire et il y a une passion partagée, mais aussi ça crée une qualité d'équipe folle. Et puis alors, on s'est entouré maintenant d'une équipe géniale. Donc, tout ça est vraiment top. Tout le monde nous le dit, hein, il y a le momentum, la mobilité, il y a cette volonté, il y a cette compréhension du marché qui enfin aboutit. Et ma crainte, évidemment, c'était de me dire, mais on pourrait passer à côté quand même, quoi. Et donc, de ne pas arriver à convaincre les acteurs ou les clients. Bon, alors ça reste un combat de tous les jours. Il y a toujours la question du prix qui est très, 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 très difficile parce que finalement, on rentre en concurrence avec des camionnettes et finalement, ce n'est pas le fait que ce soit des camionnettes qui est problématique, mais c'est le fait que les gens qui conduisent ces camionnettes, en général, sont vraiment sous-payés, sous-considérés. Et donc, on est parfois à armes complètement inégales. Et donc là, il faut justement aller chercher le politique pour leur dire, mais contrôler, quoi, veiller à ce que le droit soit respecté et que les gens soient payés convenablement. Donc, il y a tout ce travail-là, mais on y arrive. Et ce qui est fabuleux, c'est de se rendre compte que les grosses boîtes, les classiques, entre guillemets, nous prennent vraiment en affection, pas par pitié ou par... se disent, mais en fait, c'est vrai que c'est comme ça que ça devrait marcher. Plusieurs personnes m'ont dit, que ce soit dans la finance ou dans le business, en fait, c'est comme ça vraiment que ça devrait marcher, sauf que malheureusement, le monde ne le permet pas. Et nous, notre but, c'est de dire, si, le monde le permet parce que voilà, on le fait. Ça, c'est notre gros défi, en fait. Ok. Et toi, Mathilde? Nous, on a des défis différents parce qu'on en est à un stade différent. Donc, on a lancé les activités depuis septembre. Donc, c'est vous dire à quel point on est jeune. Donc, nos défis, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Moi aussi, je dors un peu mieux depuis quelques semaines. Ça revient à la question qui était posée tout à l'heure. C'est vraiment la rentabilité économique. Hein. Aujourd'hui, puisqu'on est en lancement, on a des objectifs de développement, de vente qu'on doit atteindre pour pouvoir atteindre un certain équilibre pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça, c'est le premier challenge. Mais bon, ça se passe aujourd'hui, ça se passe relativement bien, même si le Covid nous a pas facilité les choses, mais on travaille plus qu'on on est innovante, on trouve des solutions, on se laisse pas, on n'attend pas que ça passe, on trouve des alternatives comme toute personne qui entreprend. Un autre challenge, c'est que en fait, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'on mette en place un certain nombre de choses assez vite. Donc aujourd'hui, on est en train de monter le pilier logistique et commercialisation. Et assez rapidement, il va falloir qu'on monte les autres activités. Alors, qui seront soit l'atelier mutualisé, soit le statut d'entrepreneur salarié. Donc, ce statut de protection sociale dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment vu comme un grossiste. Et donc, on se retrouve dans ce créneau des grossistes, qui est un créneau, comment dire? Le requin. C'est ça. C'est moi qui l'ai dit, c'est bon. Disons, c'est une arène où il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens.
Et donc, nous, on n'est pas du tout dans cette perspective. Et donc, il faut qu'on sorte de ce créneau, même si on explique que le projet, ça n'est pas être un grossiste, on est quand même vu comme un grossiste aujourd'hui puisque c'est ce qu'on fait. On fait de la logistique et de la commercialisation. Donc, on a besoin d'assez vite mettre en œuvre le reste du projet pour bien montrer que c'est pas ça qu'on fait et donc trouver un positionnement différent par rapport aux acteurs actuels. Et je pense que ça aidera à mettre en place des collaborations qui, pour l'instant, semblent ne pas aboutir. D'accord. Moi, j'ai encore plein de questions. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Mais vu que le temps file, est-ce qu'il y en a auprès des participants? Ici, oui, c'est le moment, c'est l'instant de lever votre main. Alors, il y en avait une de John, John de Coster. Est-ce que la question est toujours d'actualité? Si tel est le cas, tu peux te connecter avec nous. John, es-tu toujours avec nous? John dort. La question datait de la première... Ton micro est éteint. Oui, John nous dit oui. Ah, oui, oui. Vous ne m'entendez Oui. pas. Non, manifestement, si tu ne mets pas ton micro, on ne t'entend pas. Oui, tu es en mute. Je vais juste chercher mes oreillettes parce que je pense qu'il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si vous entendez, j'espère que ça ne vous gêne pas. Il y a un peu de bruit autour de moi. J'en ai pour 5 secondes. Hein, je reviens. Ok, mais peut-être. Alors. Prendre la question d'Isabelle alors si. Okay. Mais pose-la dans le chat alors, John. Ça me semble une bonne alternative. Oula. Prêt pour un roman? Non, non. Il nous reste 6 minutes. Pendant que tu écris ta question, on va demander à Isabelle de poser la sienne. Ouais. Bon, John, désolé, hein, je ne voudrais pas quand même te frustrer pour le restant de la soirée, mais voilà. Je vous dis, en fait, ça m'a frappé tout à l'heure quand vous avez dit que vous aviez été trouver des investisseurs et qu'ils vous ont trouvé trop innovants. C'est quand même le paradoxe. Du coup, je voulais un petit peu savoir quelle était en fait encore la place de l'innovation quand on a le nez dans le guidon et en même temps l'obligation de se réinventer quasi au quotidien. Donc, comment est-ce que vous vivez ce grand écart? Comment est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, au niveau de vos équipes pour que ça remonte en termes d'innovation et... Ok. Et quelle est la place que ça a encore aujourd'hui dans votre projet, en fait? Mais c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est un peu, je mettrais ça sur le même pied que la gouvernance, en fait. Et la gouvernance, d'ailleurs, est une innovation. Et donc, il faut arriver à toujours trouver cet équilibre entre faire les choses qu'on doit faire et puis de temps en temps prendre un tout petit peu de recul pour mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place. Et donc, parfois, on se rend compte, et heureusement, on est plusieurs à se soutenir et à se rappeler de ces choses-là au sein de la structure. Et puis heureusement, le fait que tout le monde se sente vraiment libre de pouvoir dire les choses, ça permet parfois de remonter les questions en disant, mais tiens, on a toujours dit qu'on allait faire ça, c'est pas encore fait. Et on crée à ce moment-là un groupe de travail où on prend le temps pour en discuter. Donc c'est ce besoin régulier de prendre la distance. Alors on a mis en place, on s'est fait aider aussi dans l'organisation de nos réunions pour justement avoir un système où on a des réunions avec les différents types de réunions, mais régulières, qui sont là pour justement nourrir et avancer dans cette innovation. Et c'est nécessaire. On se rend compte qu'après chaque réunion, parfois, on se dit wow, on n'a pas le temps de la faire. Et puis finalement, elle nous a été utile. Et de nouveau, c'est très important que cette innovation, cette gouvernance, participe et fasse en sorte qu'on améliore les choses. Et en fait, c'est finalement, alors, comme toute amélioration, la petite prise de distance, il y a la grande image, mais que je trouve tellement utile, c'est le bûcheron doit de temps en temps s'arrêter pour aiguiser sa hache ou sa scie. On peut continuer à scier non-stop. Si on n'a pas pris le temps de s'arrêter un moment pour un petit peu remettre les choses au point, à un moment, on n'avance plus. Et donc, c'est en fait comme pour toute entreprise, il faut mettre les choses en place pour qu'on puisse nourrir et faire grandir cette gouvernance/innovation.
Dans le cas de CABA, bon, enfin, mais je pense que c'est la même chose pour Urbac, le modèle lui-même est innovant. Donc, quelque part, on est constamment en train de... On ne peut pas faire les choses de manière classique, on est constamment en train de réfléchir comment faire les choses de la façon dont on a choisi, avec les principes et la façon dont on a envie de travailler. Donc, on est constamment, quelque part, en train d'innover. Après, c'est vrai que quand on est en train dans le day-to-day, des fois, on a un peu la tête dans le guidon. Nous, ce qui nous aide, c'est qu'en fait, ce projet, il est né au sein de SAEB. Et que SAEB, si vous ne connaissez pas cette ASBL, il faut aller voir, et vous êtes intéressé par l'économie sociale, il y a plein de publications très intéressantes. Et il y a vraiment une vision politique, et une vision politique dans le sens noble du terme, de société et de modèle d'entreprise. Et donc, dans notre CETA, on a quelqu'un d'SAEB. Et donc, cette personne, elle vient avec cette vision, pour CABA, mais aussi d'un point de vue de la société, et donc qui nous fait prendre du recul, qui nous pose des questions et qui nous aide à sortir à la tête du guidon. Je trouve que c'est intéressant et important que dans le CA, il y ait des travailleurs, il y ait des artisans, mais qu'il y ait aussi des gens qui ont cette vision de là où on veut aller et qui nous aident à sortir la tête de l'eau, justement, et à prendre le temps de s'arrêter, comme le dit Philippe, et de poser les choses, quoi. Ouais. Merci. Marine, est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question? Il en reste 2. Il y a Florian et Corentin. Donc, alors, soyez concis, parce qu'après ça, j'en ai encore une toute petite dernière, et puis on aura fini. Ça sera passé très très vite, beaucoup trop vite. Alors, Florian, tu peux te connecter? Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, j'ai une question pour Madame Leboeuf. C'est pour vous aviez parlé du collectif des 5C. En fait, j'ai eu un peu de mal à comprendre le lien que vous aviez avec le collectif à propos du partenariat que vous aviez avec eux, quoi. D'accord. Le collectif des 5C, donc, comme je disais, c'est un collectif de coopératives en circuit court en Wallonie et à Bruxelles. Et l'idée de ce collectif, c'est de se rassembler parce que toutes ces coopératives, comme on travaille dans le même secteur, c'est sectoriel, on a des besoins, on a tous les mêmes besoins, notamment... donc, on a des difficultés face aux normes AFSCA, donc ça, j'en parlais, et donc on a besoin de faire du plaidoyer pour ça. Mais on a aussi des besoins, par exemple, d'e-shop, d'un e-shop pour, alors nous, pour vendre en B2B, mais certaines coopératives pour vendre en B2C. Plutôt que chacun développe son e-shop, l'idée, c'est que au sein du collectif des 5C, on finance une petite équipe IT qui a développé un e-shop, et l'ensemble des coopératives peuvent donc en bénéficier. Donc, c'est vraiment l'idée de se rassembler pour mutualiser des besoins communs. D'autres besoins, ça peut être de la logistique, faire circuler des produits au sein de la Wallonie et de Bruxelles. Et à ce moment-là, on a besoin de s'organiser entre nous pour avoir des hubs au niveau des provinces, etc. Et donc, l'intérêt, c'est d'être ensemble parce qu'à la place que chacun réponde à ce besoin individuellement, on le fait ensemble, c'est beaucoup plus efficace, autant financièrement que d'un point de vue de mise en place. Et du coup, vous proposez une plateforme qui soit commune à chaque petit producteur, on va dire, c'est ça? Je n'ai pas bien entendu la question. Une plateforme qui soit commune aux petits producteurs ou au circuit court, c'est ça? C'est plutôt des coopératives soit des coopératives qui sont des coopératives des magasins, soit ce sont des coopératives qui vendent à... Donc, soit les coopératives sont des magasins elles-mêmes, soit ce sont des coopératives qui rassemblent des producteurs pour vendre à des magasins, d'accord? Et donc, l'e-shop permet aux coopératives de faire leurs transactions. Donc, c'est-à-dire soit de vendre à leurs consommateurs, soit de vendre à des magasins. Je ne sais pas si c'était vraiment ça votre question, mais... Oui, quand même un peu. Et donc, on utilise tous la même plateforme, d'accord, le même e-shop, qui a été développé par l'équipe IT des 5C. OK. Et du coup, on ne parle pas vraiment de promotion du circuit court. Donc oui, il y a un autre volet dont je n'ai pas parlé qui est aussi justement aussi un côté sensibilisation et promotion qui est aussi importante. Et pour ça, on a développé la revue de Tchak. J'ai essayé de répondre vite, mais je suis désolée. Du coup, il y a tellement de choses dans ce collectif. On a développé la revue de Tchak. Si vous êtes intéressé par le secteur des circuits courts, je vous conseille qui est une revue très intéressante. Qui est publiée à l'initiative du collectif des 5C, justement pour expliquer les enjeux aux citoyens et à toutes les personnes intéressées par cette thématique. Ok, ça va. Merci beaucoup.
Merci Florian. Corentin, dernière question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, je me demandais si vous pensez que si vous aviez lancé votre projet dans un pays moins avancé économiquement et socialement, vous auriez eu plus facile, ou est-ce que les régulations belges vous ont, on va dire, facilité la vie dans le lancement de votre projet? C'est pas une question facile, mais ça m'aiderait beaucoup pour un de mes cours. Je vais peut-être essayer de répondre, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile, parce que c'est déjà pas simple ici de lancer ça. Alors, nous, là où on dépend de la législation, c'est surtout par rapport à la mobilité, c'est-à-dire que plus les villes vont compliquer l'entrée des camionnettes et des camions, plus on aura de facilité à vendre notre service. À côté de ça, on se rend compte que la remorque qu'on utilise, par exemple, pourrait être utilisée dans des villes où l'infrastructure n'est pas toujours au top, avec des VTT par exemple, et pour transporter des marchandises donc de manière un peu plus voilà, dans des villes avec des rues moins planes. Et puis pour le reste, je pense que ça pourrait. Je pense que ça pourrait, avec un modèle comparable. Maintenant, je ne suis pas assez connaisseur de la mobilité marchandises et des défis qu'il y a dans les autres pays. En fait, on est très fort lié aux pays européens et nord-américains pour l'instant. Ça marche, merci beaucoup. Ok, il est déjà 19h33, donc je vais m'inspirer de la question de John, qui est kilométrique en effet. Je vais m'inspirer pour vous en poser une dernière et pour clôturer à ce moment-là. Est-ce que vous avez des auteurs, des livres, des podcasts, des ressources qui vous inspirent aujourd'hui quotidiennement dans ce que vous faites? En tout cas, nous, on a plusieurs sources d'inspiration. Il y a des inspirations qui sont des choses écrites et des inspirations qui sont aussi des projets qui existent et qui nous inspirent fort, en fait. Dans les écrits, si vous êtes intéressé par l'économie sociale, comme je disais, je vous conseille vivement d'aller sur le site de SAWB où il y a des publications, des analyses et des études qui sont vraiment très intéressantes et ça couvre tout domaine, pas que l'économie, mais aussi d'autres domaines. Je vous conseille très vivement en termes d'inspiration. Je pense que c'est une bonne source. Après, les projets qui nous inspirent, alors ça, il y en a plusieurs, mais alors dans vraiment les projets phares, il y a un projet en France qui s'appelle GRAP, qui est un très très chouette projet en circuit court où ils ont 60 activités, donc ils réunissent 60 activités de commercialisation et transformation dans laquelle ils mutualisent ce statut d'entrepreneur salarié, mais aussi de la logistique. Et ils ont vraiment créé un réseau avec un levier vraiment important, donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a aussi en France un autre projet qui s'appelle les Champs des Possibles, qui sont aussi vraiment très chouettes. Et en Belgique, il y a une coopérative, si vous ne la connaissez pas et que vous êtes intéressé par les circuits courts, c'est Paysans Artisans. Il me faudrait 1 heure de plus pour vous en parler, mais si vous avez l'occasion d'aller voir un peu ce qu'ils font, c'est aussi vraiment très intéressant. Donc je dirais qu'au départ, c'est plutôt des écrits qui nous ont inspirés, mais que les projets qui existent sont vraiment des sources d'inspiration et je vous encourage très, très, très vivement à aller voir ces projets. Je trouve que ça, c'est vraiment, il n'y a rien à ajouter quand on va voir des projets comme ça. Tout est dit. Et toi, Philippe? Mais il y a beaucoup de choses qui nous inspirent. On se partage beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de rencontres qui nous électrisent et qui nous passionnent. Je vais peut-être parler d'un bouquin qui pourrait sortir un petit peu du lot. C'est L'entraide, l'autre loi de la jungle de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne. Qui a vraiment, enfin voilà, nous a tous touchés au sein d'abord des cofondateurs et puis voilà, ça se communique. Dans une autre personne qui m'a touché personnellement, c'est Thierry Pic, qui est un entrepreneur français. Alors, je pense que son histoire n'est peut-être pas exactement peut-être aussi belle que ce qu'il a concrètement fait, je n'en sais rien, je n'ai pas été gratté de très loin, mais j'ai vu une conférence de lui
sur le fait de justement mettre son entreprise au service des travailleurs. Alors, il est dans tout ce qui est nettoyage de bureaux et tout. Et là, je me suis vraiment dit, ben oui, c'est de nouveau l'idée que qui crée la valeur ajoutée et comment est-ce qu'on oriente l'entreprise pour faire en sorte que ceux qui créent réellement la valeur ajoutée soient ceux qui puissent toucher un petit peu des profits qui sont créés par la structure. Et donc, voilà. Mais donc, on passe énormément de temps à rencontrer des gens. Et moi, c'est ce qu'il me faut. En fait, moi, c'est comme ça que je suis nourri. Alors, je lis peut-être moins que certains collègues et donc je me nourris un petit peu des résumés qu'on me donne. Mais c'est surtout, moi, les rencontres, les rencontres personnelles. Et là, de nouveau, au niveau de Smart et au niveau, il y a beaucoup de gens qui sont très inspirants et puis dans d'autres structures aussi. Et c'est vrai que c'est à ça qu'on fonctionne, quoi. C'est cette énergie-là qui nous pousse. Je voulais juste ajouter que ce qui était très, très chouette dans le fait de rencontrer des gens et d'autres structures qui ont des valeurs fortes, c'est aussi que des fois, on peut être un peu découragé, se dire, oh là là, on n'a pas choisi la voie facile, hein. Il y a quand même beaucoup de difficultés sur le chemin de l'entrepreneuriat social, et de voir des projets qui sont plus avancés, qui ont gardé leurs valeurs, qui n'ont pas changé de cap, ça, c'est vraiment, ça nous redonne de l'énergie, ça nous inspire et ça nous motive dans les moments difficiles, et je voulais dire que ça, c'est vraiment chouette. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que c'est vous deux qui avez été notre source d'inspiration aujourd'hui. J'espère que ça va semer des cailloux, des cailloux fertiles. Je vous propose tous d'allumer votre caméra et comme ça, on peut vous applaudir. En tout cas, moi, je vous applaudis.